Donc voilà, donc je suis Miguel Toquet, donc je suis professeur de mathématiques. Je suis concepteur du dispositif Espace Création et j'ai cofondé avec Candice Van Lancker en fait une association qui s'appelle Déclic, donc à deux volants, DEC, le développement des espaces création, et LIC, Laboratoire de l'innovation collective, culturelle et sociale. Bon, il y a un site, vous pourrez voir tout ça. Et je suis aussi membre du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative, donc sous l'autorité, un organe multisectoriel, sous l'autorité de la ministre. On rend un rapport chaque année, donc je viens d'être nommé cette année. Donc on doit rendre un rapport pour le 29 mars, voilà, donc on a des séances de travail là-dessus. Et en fait, voilà, ce programme est complètement dans les clous des réflexions du CNIRE, donc tout ça. Donc voilà, je vais vous faire un petit focus plus établissement, acteur. Alors je vois qu'on est beaucoup de collègues finalement. Et puis territoire qui reprendront, donc un petit focus qui reprendra en fait nombre des points abordés dans les présentations précédentes. Donc, rapidement, du coup, le numérique, une révolution dans le domaine de la pédagogie. Il y a deux photos, l'avant, après. Bien évidemment, en fait, forcément, l'apparition d'outils, de logiciels, d'interfaces, tous les types de connectivité maintenant qu'il y a, les ENT, les réseaux sociaux, etc., ça multiplie les enjeux, en fait, maintenant, dans l'éducation, et dans l'éducation numérique au particulier. Et la question des données personnelles est vraiment mal connue, hein, donc il y a un gros travail à faire et je pense que vous allez beaucoup apporter avec cette création de communs et votre action en territoire sur ces questions-là, et donc votre rôle sera éminemment éclairant pour les enseignants. Donc en fait, vite fait, qu'est-ce que le numérique? Je pense que dans ce que vous pouvez développer, en fait, c'est vrai que c'est intéressant de sensibiliser les enseignants que nous sommes, les élèves, les parents, tous les acteurs que vous pourrez rencontrer dans et hors école, en fait, au fait que le numérique, c'est à la fois des supports très différents, et notamment tous les smartphones que les élèves utilisent en dehors de l'école, les tablettes qui parfois rentrent dans l'école, mais aussi sont utilisées à la maison, des ordinateurs, des outils, tous les outils, c'est pas la peine de développer, vous en voyez beaucoup. Des pratiques, ça aussi, voilà, on a des pratiques professionnelles en tant que chacun dans nos secteurs. On est enseignant, certes, on a des pratiques, on se connecte à l'ENT, on enseigne le cahier numérique en ligne, on échange des mails, pareil dans tout un tas de chambres. Les élèves ont aussi des pratiques parfois sur lesquelles ils n'ont pas un rapport réflexif. Ce qui est intéressant, c'est de les amener à se dire, tu communiques par mail, tu as ta chaîne YouTube, en fait, mais attention, voilà, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Comment tu te logs? Tu as quel âge? Ah, tu as 12 ans? Ben non, YouTube, c'est pas autorisé normalement, tes parents t'ont autorisé, etc. Donc en fait, il y a tout un tas de pratiques qui sont méconnues, parfois même des enseignants. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont des pratiques même artistiques, culturelles autour du numérique et bien ailleurs, en fait, qui sont méconnus. Et des usages, effectivement, on a parlé d'usages comme la Twicté. En fait, il y a des nouveaux usages collaboratifs qu'il est intéressant de pouvoir permettre de promouvoir, développer dans les établissements et auprès des enfants, auprès des enseignants, donc auprès de tout le public scolaire. Donc qu'est-ce qu'on a comme impact dans le domaine de la pédagogie et de la formation? Donc on a vraiment des nouvelles questions qui arrivent pour l'éducation numérique. On a l'élargissement du cadre spatio-temporel. Effectivement, donc on se connecte parfois en salle multimédia, on se connecte en classe, on travaille sur l'ENT, l'environnement numérique de travail, on fait ses leçons dessus. Il y a certains établissements parisiens qui sont entièrement, c'est-à-dire qui utilisent le cartable en ligne, donc en fait il n'y a plus de livres à porter, donc ça c'est un avantage pour la santé de nos enfants. Il y a tout un tas de travaux aussi, on a parlé tout à l'heure des MOOC, de toute cette auto-formation, de la classe inversée. Donc en fait il est intéressant de pouvoir agir en classe, mais aussi agir à l'extérieur de la classe avec tout un tas d'acteurs pour sensibiliser en fait à l'utilisation qui peut être faite d'Internet, des données personnelles, des ressources en ligne. Parce qu'en fait, on se connecte à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est intéressant d'avoir une réflexion là-dessus. Donc forcément, ça bouleverse les interactions entre les apprenants, les formateurs et les pairs, parce que les apprenants, c'est parfois maintenant les enseignants. C'est-à-dire qu'on a des pratiques chez des élèves en fait, qui maîtrisent
des outils informatiques. On parlait d'Audacity avec Nicolas tout à l'heure. En fait, il y a plein d'élèves qui font des montages sur leur smartphone. Je ne vais pas citer d'application à la pomme, mais voilà, il y a plein d'élèves qui maîtrisent vraiment beaucoup la réalisation de films, la réalisation de montages, etc. Et ça, souvent, on l'ignore. Et en fait, comment on pourrait réfléchir collectivement à intégrer ce type de pratiques qu'ils font dans leur cadre personnel, dans les cours, en tout cas dans une perspective éducative en fait collective, et comment ces pratiques des élèves pourraient nourrir nos pratiques à nous, d'enseignants. Pourrait aussi parler, vous parliez tout à l'heure, ça permet d'apprendre aussi aux parents qu'est-ce que c'est que Twitter, etc., de pouvoir s'en servir. Donc en fait, il y a un potentiel chez ces enfants assez incroyable, et si on leur laisse la possibilité de s'épanouir des espaces et des temps pour développer ces compétences et les échanger, les mutualiser, il y a un autre regard qui naît sur le jeune, et donc voilà, sur l'enfant. Le rôle de l'enseignant formateur, donc là j'ai envie de citer le rapport UNESCO 2020 de Philippe Mérieux qui a été fait donc sur le rôle de l'enseignant au XXIe siècle. En fait, il date de 2009, mais il rappelait en fait le rôle. En fait, avant on avait l'enseignant clerc, donc qui était dépositaire de l'autorité, du savoir d'un point de vue complètement descendant. Puis progressivement on est arrivé vers l'enseignant bibliothécaire, donc dépositaire de tout un tas de savoirs et qui peut orienter l'élève vers ces savoirs avec toute on va dire, l'individualisation de l'apprentissage. Et en fait, il citait en fait un exemple du maître compagnon qui était pour lui une sorte d'utopie à l'époque. Et ce que je vais essayer de vous présenter extrêmement rapidement, j'ai bien compris Thomas, en fin de parcours sur l'espace création, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de connaissances qui sont déjà là. Donc il y a une maïeutique à réinvestir dans la découverte des savoirs, des savoir-faire. Et là, le maître peut être compagnon avec toute cette formation intellectuelle que nous avons tous, sans forcément des compétences techniques. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'on voit avec la classe inversée, on retrouve ça, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui se forment tout seuls, qui ont des questions, etc. Et le maître va être un compagnon dans cet apprentissage. Donc c'est pour ça que je citais la nouvelle tendance de la classe inversée, et plus globalement de l'auto-formation, c'est-à-dire que finalement, et encore plus globalement, ce qu'a vraiment bien montré Thomas, la puissance que peut avoir le numérique. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il faut être tout à fait honnête, il y a un aspect assez consumériste des ressources du net, donc notamment YouTube, la musique, les films. En fait, parfois, il n'y a pas un regard réflexif qui est vraiment conduit par les élèves. Ils sont relativement consommateurs, et même quand ils sont créateurs, ils ne s'en rendent pas compte nécessairement. Donc en fait, voilà, il y a tout un rapport à retravailler derrière cette notion d'auto-formation, etc. Peut-être la rendre un peu plus réflexive. Donc, l'innovation collaborative, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement faire travailler des gens qui ont des thématiques communes, mais des gens d'horizons vraiment différents. Alors, ce programme en est vraiment un archétype magnifique, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble, là, réunis dans cette pièce, on voit un groupe comme la MGEN qui est un acteur du bien-être dans l'éducation depuis des années, un éditeur Tralalaire que vous allez entendre tout à l'heure. Donc on a un représentant d'une académie, l'Académie de Paris, que vous avez entendu ce matin. Donc nous avons un ancien responsable des services de l'État et qui est aussi juriste, enseignant, chercheur, etc. En fait, toute cette valeur ajoutée en fait, va être agrégée avec une même dynamique autour d'un sujet où chacun va pouvoir amener sa valeur ajoutée. Et ce que je dis dans ce slide, c'est que forcément, pour l'éducation numérique, là, il y a une nécessité d'aller vers de l'innovation collaborative. C'est-à-dire qu'on a un rapprochement des missions de l'éducation informelle et de l'éducation formelle. C'est-à-dire l'éducation formelle, sensiblement l'éducation nationale, l'éducation informelle, donc là, on a tout le côté éducation populaire avec tous les acteurs, les collectivités, les associations. Quelque part aussi dans la complexité des rapports, par exemple des rapports des activités socio-culturelles, les parents aussi ont un peu ce rôle-là, l'éducation informelle. Et donc autour du numérique, le parent a envie que son enfant soit performant dans ces questions-là, soit aussi sécurisé dans sa fréquentation de ces lieux. Ça fait peur
Alors qu'en fait, voilà, l'éducation nationale elle va vouloir promouvoir des outils informatiques, en mathématiques, en technologie, en langue, etc. Mais va aussi vouloir former en fait l'élève à la citoyenneté, à la responsabilité. Donc on a l'éducation morale et civique, on a l'éducation à la santé et à la citoyenneté. Donc en fait, il y a tout un tas d'enjeux qui sont vraiment les mêmes. Et malheureusement, il y a en fait une multiplication des actions sans forcément d'interaction avec les autres actions. En fait, j'ai voulu, dans ce slide, regrouper à la fois tout un tas d'enjeux, mais aussi des problématiques. Donc en bas, vous avez plutôt les problématiques. Et donc, en fait, ces enjeux et ces problématiques amènent à une réflexion des solutions. Donc si on regarde par exemple la multiplication des données personnelles, parce que ce soit dans le cadre scolaire, donc l'élève a un compte pour se connecter à l'ENT de son établissement, parfois un professeur utilise une plateforme spécifique, donc en fait il va se créer un nouveau compte avec une nouvelle identité numérique, enfin son identité numérique s'agrandit, il a un compte sur les réseaux sociaux, on va lui créer parfois un mail pour l'école. Donc en fait, voilà une multiplicité des supports où intervient cette question de la privacy. Et en fait, sans qu'elle soit nécessairement abordée. Donc effectivement, on a un petit peu le cadre, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le numérique. Il y a des chartes qu'on signe. Moi, j'ai signé celle de mon fils et de ma fille pour l'école primaire, qui ont 7 et 9 ans, un peu plus vieux que la fille de Thomas. Et voilà, mais en fait, on sent que on doit le lire avec l'enfant. L'enfant ne le comprend pas, et comment il peut être amené à comprendre les enjeux de cette donnée. Donc ça a été très bien expliqué par Thomas d'un point de vue un peu théorique, réflexif, les enjeux même mondiaux et nationaux que ça peut susciter. Mais comment rendre ça intelligible pour un enfant? Donc je dis bien un enfant, c'est un jeune, c'est un élève, voilà, c'est tout ça à la fois. Lui, il est tout ça à la fois. Il y a un continuum derrière cet individu. Et en fait, malheureusement, il est pris souvent séparément dans une continuité d'une journée. Il quitte ses parents en étant un enfant, il arrive au collège, au lycée en étant un jeune. Il rentre dans le collège, c'est un jeune parce qu'il est dans la cour avec ses copains, mais en même temps c'est déjà un élève, il ne peut plus faire n'importe quoi. Il monte en cours, c'est un élève, et ainsi de suite, alors qu'en fait c'est le même individu. Donc comment on peut faire pour amener une réflexivité, une prise en compte de tout ça? Bien évidemment, il y a le bien-être de l'enfant. Si on est sensible à ces questions, et d'après ce que j'ai entendu, vous êtes nombreux à être sensibles à ces questions, on peut s'approcher vraiment, on peut redonner un visage à l'école et à l'éducation avec un grand E, formel et informel, beaucoup plus accueillant pour l'élève. Donc voilà, donc de toute façon vous aurez cette petite présentation pour retravailler ça. Alors j'ai volontairement, par des formations professionnelles, appelé ça solution, puisqu'on a vu que l'équation était multiple et très compliquée. Étant prof de maths, voilà, on a une équation, on essaie de trouver des solutions. En fait, en concevant l'espace création, c'est un petit peu ce qui a guidé la réflexion que j'ai menée avec plein d'amis, collègues profs, chercheurs de tous horizons, en fait, sur une problématique notamment, je crois que j'ai loupé dans le slide précédent, la problématique des finances et des politiques publiques, en fait, comment on peut trouver de l'argent. Donc l'innovation collaborative est justement en fait un des intérêts, c'est-à-dire que cumuler les valeurs ajoutées, notamment les apports financiers, l'investissement du groupe MGEN dans le cadre de ce programme est vraiment important. Il a été initié par eux, il est organisé par eux. Ils n'auraient pas pu voir le jour, mais grâce à cette démarche, cette envie, en fait, peuvent se greffer, se développer l'intelligence collective à laquelle nous essayons de participer. Donc j'ai une petite vidéo, j'espère que... Alors, comment... Parce que qu'est-ce que c'est qu'un espace création quand même? Ah oui, je sais pas, il ne va pas y avoir de son. Alors je ne maîtrise pas l'environnement Mac. J'espère que ça aura fonctionné. Donc c'est une vidéo qui a été réalisée par le département de l'innovation. Donc il y en a pas mal sur le site de Déclic, vous verrez sur les réalisations d'élèves. Là, donc c'est une vidéo qui a dans la série Learning is Fun que le département de l'innovation
réalisent pour promouvoir d'autres façons de penser l'enseignement. L'espace création, c'est un réseau d'ateliers qui se passe le midi, le soir, tous interconnectés. Chaque production d'un atelier peut servir à celle d'un autre. Avec cette petite bobèche, à votre place, monsieur, je préférerais la vieille popote qui fait le lutteur près du pont-bœuf. Mais c'est une transpiration, une vraie transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir. Et c'est surtout une ouverture de plus en plus accrue vers l'extérieur, c'est-à-dire les centres sociaux, l'espace intergé qui est autour du collège, le SMJ, l'espace culturel. C'est un espace, comme le nom l'indique, de création multimédia. Donc on a actuellement plusieurs ateliers. C'est bon pour toi, Clément? Oui, pour moi c'est bon. Ok. Là, on fait l'atelier web radio. Tout le monde est prêt? Franchement, on va voir ensemble. Enregistre et puis tu lances le countdown avec les doigts. Alors bonjour, l'atelier web radio de Jean Massé, donc c'est Monsieur Toquet. Des fois, on peut faire des sketchs, comme on reprend une BD ou quelque chose comme ça. On peut aller interviewer des gens. Par exemple, l'année dernière, ils ont été interviewés Mehdi Labdouni, le champion de boxe de France. C'était un peu mon rêve de pouvoir toucher une table de mixage par exemple. Et on a des invités aujourd'hui pour vous parler d'un projet Classcraft et de tout ce qu'on va produire cette année. Donc on va laisser la parole à Monsieur Lavergne et après il y aura, donc il est venu avec nous pour parler du projet Classcraft. Une chronique sur quelque chose qu'on a choisi. On appelle ça un film en fait. Oui. Non, enfin, on n'est pas forcément obligé de faire ça en film. Classcraft, je trouve ça bien, c'est comme un jeu. C'est à peu près un jeu. Et Moi, mon problème à la base, c'est que je passais trop de temps à sanctionner les élèves et pas assez à récompenser ceux qui faisaient beaucoup de choses. c'est mieux que quand le professeur il met des croix dans le carnet. Parce que après, il y a des parents. Et ce projet-là permet de récompenser tous ceux qui sont très investis dans la classe. Ça leur permet d'avoir des pouvoirs qu'ils n'ont pas dans les autres cours. De nos pouvoirs aussi de coopération. Par exemple, des profs qui font des projets parce qu'il y a l'espace création où ils demandent à des gens de venir et ça améliore les ambiances dans les classes. Un projet avec la professeure d'anglais, Founders Got Talent. Donc c'est comme l'émission La France a un incroyable talent. On a fait notre talent en anglais et c'était filmé. Et on se repose surtout sur l'envie des enfants et leurs capacités qu'on découvre chaque jour. Comme ça ou... Ouais, c'est sympa, c'est assez cosy, ça prépare la soirée. En revanche, est-ce qu'on est revenu? Ouais, génial, on est revenu. Alors en fait, l'espace création, c'est... Hop, ah non, au secours. Alors là, je sais pas faire sur Mac. C'est un beau projet, cet espace. Il y a d'autres vidéos sur l'espace création. Donc, Alors, l'espace création, c'est quoi? Schématiquement, c'est assez simple, c'est un lieu. C'est un dispositif organisationnel, c'est un réseau sur le territoire avec un réseau d'acteurs. C'est-à-dire, c'est tout d'abord une salle dans le collège dédiée, donc le lieu est symbolique, hein, bien évidemment. L'espace création, donc on peut revenir sur le S en fait majuscule à la fin qui intrigue. Mais en fait, c'est toutes les créations, les petites comme les grandes. Donc on réhabilite le droit à l'erreur. C'est les créations qui sont individuelles, collectives, issues de travaux avec des acteurs différents. Ça peut être, on a vu qu'il y a un animateur multimédia de la ville qui intervient, donc gratuitement, sur son temps de travail. Il y a des volontaires en résidence qui interviennent pour permettre des accès libres, pour permettre aussi à des élèves d'animer des ateliers. Okay. Donc elle est équipée de matériel multimédia. Donc on a inventé l'eau tiède, super. On a mis une salle et du matériel et tout est fait non bien évidemment. Donc il y a des ateliers de maîtrise technique qui sont animés parfois par des professeurs, mais aussi par des professionnels comme l'animateur multimédia, parfois par des élèves. Donc en fait, tout ce travail sur ces ateliers va faire monter les élèves en compétences et vont devenir des élèves ressources identifiés dans l'établissement, par exemple des élèves qui savent faire du montage. Donc moi, en tant que prof,
je peux faire appel à des élèves qui vont faire de la vidéo dans mes cours, faire le montage eux-mêmes, et ce qui fait que moi j'introduis du numérique, des vidéos dans mes cours. Donc en fait, il y a tout un tas de champs. Bon, par exemple, on leur a permis à un élève d'animer un atelier pour créer sur un logiciel libre, pour créer des affiches. Et bien en fait, finalement, tout ce travail fait est né le journal du collège, entièrement créé, réalisé par des enfants, et qui maintenant va être, voilà, qu'on verra ce soir, une réalisation. Le programme était réalisé par un élève avec toute cette, voilà, donc une dynamique intéressante pour suivre l'évolution du programme, etc. Donc en fait, donc voilà, des ateliers, un réseau en fait, un comité de pilotage interne à l'établissement avec un coordinateur de cet espace création. Donc ça peut être un prof, il y a beaucoup de profs par niveau, ça peut être une CPE, ça peut être plein de choses, et des acteurs périphériques, externes à l'école, donc ce qui pourrait être tout à fait le cas d'un référent innovation qui pourrait agir. Donc il y a un espace création actuellement, donc il y a une dizaine qui sont prévus à l'automne, à la rentrée 2017, puis très nombreux en prévision, puisque la délégation ministérielle, du délégué ministériel André Canvel qui intervient, va essayer de promouvoir, parce qu'on agit sur le climat scolaire, on agit sur le numérique, on agit sur les apprentissages, comme ça. Et donc, alors qu'est-ce qui se passe? Tac. Donc, alors... je sais pas comment grandir. Donc voilà, en fait, donc en bas à gauche. Ok. Donc je termine en 1 minute, si je peux. Un peu plus à gauche sur l'écran. Ok. Un peu plus à droite maintenant. 2, 3, encore une. Ouais. Merci. On y arrive. Voilà, donc en fait, l'espace création, c'est un laboratoire d'innovation territoriale. On a parlé de Fab Lab. On m'a demandé d'écrire une note pour la direction générale de la création artistique du ministère de la Culture sur un Fab Lab des pratiques artistiques et culturelles numériques. C'est un incubateur d'innovation territoriale pour le SGMAP. C'est plein de choses pour plein de personnes. Pour l'UNICEF, c'est en fait une nouvelle façon de penser les droits de l'enfant. Et en fait, c'est finalement l'espace création sera la couleur de son territoire. C'est-à-dire qu'en fait, les richesses territoriales, et vous allez venir enrichir votre territoire avec toutes ces compétences que vous avez sur cette formation à l'éducation numérique, etc. Donc c'est vraiment... L'espace création, c'est pas noté, ça se passe sur des temps périscolaires, donc le midi, le soir, les ateliers. Il n'y a pas d'impératif, donc les élèves sont formés, créent des projets. Il y a des projets qui sont demandés par les profs, on peut faire appel à eux. Donc il y a tout un tas de projets. Et en fait, on apprend en faisant le learning by doing. Et en fait, comme ça permet de fondre. En fait, on a tous les problèmes des éducations A, en éducation média, au numérique, à la santé, au développement durable, etc. Mais en fait, on pense des actions diverses, tandis qu'en fait, au sein de ces actions, de ces projets qui se créent, avec des profs, des collaborations entre profs, animateurs, élèves, etc. Mais en fait, on aborde tous ces sujets en même temps. Et le numérique est un vecteur assez formidable sur ces questions. Donc l'élève ressource, c'est un des gros concepts, en fait. Voilà, c'est qu'en fait, on va révolutionner un peu l'école et les pratiques grâce à l'apport de ces élèves. Et c'est vrai que tout ce que vous pourrez leur apporter dans les actions que vous allez développer en territoire vont permettre de créer des nouvelles ressources chez ces élèves qui pourront mutualiser auprès des profs, auprès de leurs parents, auprès des élèves et pour contribuer à faire des projets. Donc en fait, voilà, donc il y a donc ce laboratoire d'innovation territoriale multi-partenarial. En fait, donc c'est un espace création. Donc c'est un commun que vous pouvez amener. Donc vous pouvez amener cet outil, donc Déclic. Voilà, avec Déclic, on peut travailler, puisqu'on travaille avec les collectivités, on travaille avec différents ministères, peut amener à faciliter la création d'un espace création et puis qui vous permettront de développer vos actions. Ou sinon, de toute façon, vous pouvez être des animateurs de ces laboratoires d'innovation territoriale. C'est un des communs qu'on a qu'on a défini dans ce programme, c'est générer des laboratoires d'innovation. Donc en fait, qu'est-ce que toute cette formation que vous avez suivie depuis ce matin et cet après-midi vous évoque? Comment vous considérez votre rôle? Ce sera abordé par Inès et Elodie, je crois, un peu plus tard, demain, je crois, demain matin, voilà, donc le rôle du référent innovation.